Salut à tous les amis, c'est Loïc, bienvenue pour un nouveau poker débat. Avant, tu connais l'histoire, tu t'abonnes, tu mets la petite cloche, important la petite cloche, sinon tu seras pas prévenu de toutes les vidéos. Et puis je suis aussi sur Twitter, Insta, alors rejoins-moi, je te fais la bise. Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc, bienvenue dans Poker Débat, votre émission de poker et de débat pendant ce presque nouveau confinement. Voilà, tout avril, on va essayer de vous faire passer d'excellentes semaines avec toujours de superbes thèmes, de superbes invités et évidemment, que serais-je sans la talentueuse Florence Mazet. Coucou ma Flo. Coucou, salut à tous. Alors cette Coucou. semaine, c'est une semaine d'habitués. Voilà, on a pris le meilleur, on a pris les amis, on a pris des thèmes extrêmement euh, sincères et j'ai envie de dire presque personnels. Avec nous, vous le savez, il est beau, il est brillant, il écrit de formidables bouquets. On en parlera en fin d'émission. Je ne peux pas faire d'émission de qualité sans lui. C'est Monsieur Alexis Ebsker. Salut Loïc, salut à tous. Si j'invite Alexis, je dois inviter son Yang. Voilà, j'ai invité le Ying, donc j'invite le Yang, Monsieur Adrien Guyon. Salut tout le monde. Un ami, il était chez PMU, il est parti chez Barrière. Oui, oui, mais le cœur est resté et je suis très content de le recevoir. C'est Monsieur Vincent Reinhardt. Merci Vélo. Bonjour à tout le monde. Et enfin, ça fait un an que vous me la réclamez à corps et à cri. Vous me dites, mais dis donc, Loïc, pourquoi tu ne l'as toujours pas invité? Vous la voyez sur le circuit, vous la voyez au Florida Poker Tour, voilà. Sourire, beauté, charme et intelligence. Je parle bien sûr de Mademoiselle Audrey Petitjean. Coucou tout le monde. C'est pas une belle présentation, ça, baby, franchement. Hein. Au Pas top mal. du top. Oh, bon. On reprend à l'habitude. Évidemment, évidemment. Les amis, on est là pour le thème du jour. 365 jours plus tard, effectivement, ça fait un an. Un an que la pandémie a commencé, un an que nos vies ont changé professionnellement, nos vies ont changé personnellement. Et on va aujourd'hui, en toute sincérité, c'est pour ça que j'ai pris des proches, parler de tous ces changements et de comment on les a vécus. On va commencer avec la première question. La situation actuelle vous a-t-elle fait remettre en question la place du poker dans votre vie? Et j'espère que vous allez aussi répondre dans les commentaires, on viendra débattre dans les commentaires. À cette question, on commence par le Yang. Adrien, c'est toi qui ouvre le bal. À première vue, je sais pas trop quoi te répondre. Est-ce que ça a remis des choses dans leur contexte? Je sais pas trop. Est-ce qu'on a évolué, on a dû évoluer avec? Là maintenant, ça fait tellement longtemps au final que on a l'impression que la vie est presque normale comme ça maintenant, j'ai envie de dire, tellement ça fait longtemps. On n'aurait jamais imaginé au départ, évidemment, que ça durerait aussi longtemps. Euh, Ça a remis, qu'est-ce que ça a pu changer? J'ai envie de dire, nous, au poker, au final, moi je suis joueur et coach. Sur ce côté-là, ça n'a pas changé grand-chose. Ça a presque même été mieux. Il manque juste le live. Et moi, le live, ça représentait 5-10%, je dirais, de mon activité. Donc, ça n'a pas changé énormément, même si ça manque beaucoup de remonter dans des avions et d'aller prendre du plaisir pendant quelques jours à l'étranger. Mais voilà, pour le grind, bah, ça change rien, mis à part que encore les tournois sont plus gros. Pour le coaching, ça change rien non plus, voire presque même mieux parce qu'il y a un peu plus de gens qui ont un peu plus de temps, malheureusement pour eux, mais heureusement pour moi, entre guillemets. Ouais. Et après, dans la vie perso aussi, ça a changé énormément parce que bon, on a chacun nos vies, mais moi, je sais que bah, la chance que j'ai d'avoir cette activité-là me laissait énormément de temps libre pour des activités, pour des sorties. Et effectivement, tout ça, tout est off, quoi. Voilà. Moi, j'aimais beaucoup le cinéma, j'aimais beaucoup sortir, j'aimais beaucoup voir des amis, effectivement, tout ça était totalement ralenti. Donc, bah, ouais, c'est pas facile, mais j'ai envie de dire, malheureusement, j'ai l'impression que j'ai presque pris un rythme de que ça soit normal finalement tout ça. Donc, bon, on a quand même hâte de revenir à une vie normale, mais voilà, Mais pas de gros changements niveau poker pour toi. bah non, le poker en l'occurrence, à part le live, qui je te dis représentait, je dirais 10, peut-être 10-15% de mon activité, non, ça n'a pas changé beaucoup. Tu sais, les sites n'ont pas fermé, Et ça et t'a puis pas les remis en, élèves. et ça t'a pas remis en question ta carrière de joueur, par exemple? De te dire, ouais, est-ce que finalement... Ouais, ça, on l'a déjà évoqué plein de fois. Moi, pour moi, elle est relativement derrière ma carrière de joueur. Donc, non, ça a pas remis grand chose en question. Non, ben non, parce que ça a pas changé l'activité. Je te dis, ça a pas changé mon activité qui était à 90% online. Donc non, ça n'a pas changé grand-chose. Et puis mon activité vraiment réelle aujourd'hui est plus basée sur le coaching. Si ça a impacté un truc, un aspect particulier de mes coachings, c'était que moi je faisais des séminaires.
Chose que j'adorais faire ça une fois par mois. Effectivement, ça a totalement flingué le truc parce que j'ai dû arrêter maintenant depuis plus d'1 an. Et j'ai vraiment hâte que ça reprenne. Être au contact des gens, passer des week-ends comme ça à la fois de travail, de détente, de rencontres, c'est hyper cool. Encore une fois, c'est pas des moments où j'ai l'impression de travailler et pourtant c'est rémunérateur et c'est mon taf, donc c'est hyper cool. J'ai une chance incroyable. Mais effectivement, cet aspect-là de mon travail est totalement mis en off, effectivement. Audrey? Oui, bah moi, pour moi, tout a changé puisque j'étais une joueuse de live. Donc voilà, autant te dire que j'ai fait qu'un seul tournoi l'année dernière parce qu'il n'y a eu que Rosvadov qui a été maintenu. Donc voilà, moi, je suis pas une joueuse de online. Alors oui, j'ai joué un peu online, par-ci, par-là, j'ai bricolé. Mais honnêtement, le live me manque et j'aimerais vraiment que tout retourne à la normale parce que... Mais maintenant, après, j'attends pas là-dessus. Je fais autre chose, j'ai d'autres Mais objectifs. justement, le fait de faire autre chose, est-ce que ça t'a pas remis en question le fait que de te dire, ah ben, finalement, j'aime pas tant le poker que ça, ou en fait de t'apercevoir que, ben, putain, si, en fait, c'est quand même vraiment toute ta Ah vie. bah si, complètement, vraiment, c'est toute ma vie. Tu vois, je voyage presque plus là, du coup, au final. Je vois même plus mes potes du poker, en gros. Donc, bien sûr que ça me manque, mais on fait avec, quoi. C'est là, donc de toute façon, on peut rien y faire. Donc voilà, mais j'attends que tout réouvre, hein. Si ça réouvre avant 2022. Vincent? Moi, le place du poker a changé pas mal déjà parce que j'ai quitté PMU Poker juste avant. Bonne histoire de timing. Corrélation? Ouais, complot, je ne sais Il pas était au encore. courant, il était au courant, il le savait. Non, je suis arrivé chez Barrière le 2 mars et je crois qu'on s'est confiné 10 jours après. Le 15, Ouais, c'est pas loin. Donc, alors j'ai quitté le poker avec PMU pour Barrière où je suis arrivé d'abord au début, pour la petite histoire, pour lancer le casino en ligne en Suisse. Où c'est légal, et puis finalement on nous a dit un peu au plein confinement, il faudrait en lancer du pari sportif et puis lancer plus tard du poker en ligne et puis plus tard du pari hippique et pour arriver finalement au casino en ligne en France quand on pourra. Donc le poker c'est un peu éloigné, même si je continue moi de jouer. J'ai eu le temps de trouver 5-6 potes très mauvais pour les inviter à faire des tournois sur une room concurrente, et puis leur prendre leur argent, donc ça c'était cool parce que pour le coup ils étaient encore plus nuls que moi. Mais c'est sûr que je me pose, quand on a préparé cette émission, je me posais la question de peut-être 20 ans en arrière, si j'avais été dans la position de l'étudiant pour qui tout s'arrête un petit peu, est-ce que le poker, du coup, est-ce que j'aurais limite trouvé ce temps comme une opportunité pour m'y mettre à fond et puis quitte à rester chez soi et être bloqué, le travailler comme un forcené ou trouver tout autre divertissement. Bon, je suis pas sûr que Netflix a fait des gros scores, mais bon, Netflix tous les jours. Mais après, à côté de ça, un peu par rapport à ce que disait Adrien, tu te rends compte, alors comme moi, ça fait quasiment 1 an que je suis en télétravail, tu te dis, pour les mecs qui grindent en fait tous les jours depuis plusieurs années et qui sont chez eux tous les jours depuis plusieurs années, je me dis qu'ils doivent avoir quand même une sacrée force mentale parce que en tout cas, je trouve ça vraiment pas épanouissant. Alexis? sur le plan du jeu, de l'intérêt du jeu, non, ça n'a pas baissé. Je me suis surpris à jouer peut-être plus finalement que les années précédentes. Pas étonnant, vu qu'il n'y avait plus d'activité, j'avais un peu que ça à faire aussi, comme beaucoup de gens. Le niveau online a baissé, donc c'était plus rigolo aussi. On est revenu, j'ai l'impression, pas mal d'années en arrière. Donc voilà. Mais ça, c'est plutôt anecdotique. Après, sur ma volonté à moi de m'investir et de continuer de travailler dans l'industrie, ça n'a rien entamé, ça n'a rien changé. J'ai toujours l'impression d'avoir quelque chose à faire et de pouvoir m'exprimer. La différence, elle est fondamentale. C'est qu'avant, il fallait que je travaille. Et que ce soit dans l'industrie ou pas, il fallait que je travaille, quoi. Maintenant, j'ai le choix et j'ai surtout pris conscience que c'était fondamental de rejoindre un projet qui me plairait et pas me faire chier avec le premier truc venu, entre guillemets, la première proposition venue. Donc, ça, je sais que c'est quelque chose qui va gouverner un peu mes choix dans les semaines ou les mois à venir. Quitte à être patient, quitte à prendre plus de temps, mais travailler sur un projet vraiment excitant, plutôt, encore une fois, que d'embarquer le premier train qui passe, quoi. Ok. Flo?
Alors moi, je pense que je suis celle qui travaillait le plus sur les événements live en tant que vraiment dans l'industrie du coup. Donc pour moi, ça a changé radicalement ma vie, hein. Clairement, du jour au lendemain, je suis passée d'aller sur 2 événements, voire 3 événements par mois. J'étais toujours en voyage à rien, je reste chez moi. Donc, et puis du jour au lendemain, à plus avoir de taf aussi, hein, parce que on va dire que 80% de mon activité, c'était les reportages sur les tournois. Donc effectivement, gros changement au départ, comme tous mes collègues couvreurs. Faut savoir, enfin, je pense que les gens sont au courant, mais on est quasi tous freelance. Il y en a certains qui venaient d'être embauchés dans les clubs, donc pour eux, ça a été chômage partiel. Mais pour les autres, ben, c'était juste rien, enfin, juste plus de boulot, en fait, du jour au lendemain. Donc effectivement, enfin, c'est sûr que ça a tout changé dans ma façon de voir la place du poker dans ma vie, puisque je me suis dit, alors c'est comme tout le monde, hein, je pense qu'au début, les premiers mois, on s'est dit, bon, bah, ça va, si c'est juste quelques mois, on va attendre cet été, on va attendre la rentrée, et puis ça ira, quoi. Pendant 2, 3 mois, bon, ça va être comme des vacances, et puis voilà, quoi, ça va reprendre. Donc au début, je me suis un petit peu dit comme tout le monde, hein, je me la suis un peu coulée douce, je me suis dit, bon, ça va, 2, 3 mois, je vais m'en sortir. Et puis au final, on s'est très vite rendu compte que bah non, ça allait pas être juste 2, 3 mois et qu'il fallait faire autre chose. Donc, bah moi, j'ai fait autre chose totalement. Voilà, j'ai trouvé un taf à Malte, là où j'habite, qui n'est plus dans le milieu du poker, donc autre chose totalement. En me disant, ben, et là, c'est vrai que je me suis posé la question de se dire, est-ce que ça va être ma nouvelle voie ou est-ce que ben, c'est juste une parenthèse et dans un an, quand ça reprend, ben, je me remets à faire tout ce que je faisais avant, à retourner sur les tournois, à tout reprendre, quoi. Et bah ça, je t'avouerai, Laurie, que la question n'est pas encore tranchée parce que ben, ce moment-là n'est pas arrivé. Donc pour l'instant, ben, on verra à ce moment-là, mais c'est sûr que ça a remis pas mal de choses en question. Ce qui est sûr, c'est que ben, pour moi, c'est peut-être le contraire de quelqu'un comme Vincent, c'est que moi, ça m'a quand même fait du bien de pas non plus être tout le temps en voyage, on va dire. Donc là, ça commence à faire long, j'ai envie de voyager, mais de retrouver une stabilité un petit peu, que ce soit dans le boulot ou dans la vie perso. Ça m'a quand même un peu fait du bien. Donc, je pense que dans tous les cas, quand ça reprendra, ben, je serai plus sur tous les tournois, tous les week-ends, parce que déjà, c'est effectivement très prenant. Puis, j'ai plus le même âge que quand j'ai commencé aussi, donc j'aspire peut-être à d'autres choses. Et c'est très fatigant. Mais clairement, donc pour nous, dans ce corps de métier-là, ça a tout changé. Je pense que du coup, c'est le cas pour les couvreurs, c'est le cas aussi pour beaucoup de croupiers qui ont fait un peu comme moi, qui ont dû s'adapter et faire autre chose. Et les seuls pour qui, en tant que joueur, ça a changé vraiment énormément, c'est effectivement les joueurs qui faisaient que du live quasiment, qui étaient sur tous les événements et qui faisaient que se déplacer. Donc un peu les pros qu'on connaît, les pros médiatisés, on va dire, pas les grinders de l'ombre, pour qui au contraire ça a été limite une embellie. Tant mieux, il y a plein de gros tournois, on peut rester chez nous, déjà on restait chez nous, là on peut encore plus jouer, c'est trop bien. Et pour tous ces gens-là, ouais, ça a été un énorme changement. Alors je pense qu'il y en a énormément et on pourra avoir l'occasion dans le futur, Loïc, d'en inviter certains pour qu'ils nous en parlent. Mais il y en a beaucoup pour qui ça a été l'occasion de se mettre online aussi. Moi, j'ai beaucoup d'échos de certains joueurs, comme par exemple Alexandre Réard, qui jouait beaucoup en live, qui commençait déjà à pas mal jouer online, mais qui là a fait son année que online, et du coup, bah, ça lui a changé un peu sa façon de voir les choses. Donc, je pense au couple Réard, je pense aussi à d'autres joueurs qu'on a l'habitude de voir en live, les joueurs sponsorisés notamment, qu'on a vu toute l'année, évidemment, qui ont eu des super résultats. Donc voilà, ça a été un petit peu un changement pour eux, mais au final, ça a été quand même beaucoup un changement qui est resté dans le poker. C'est rare d'avoir des gens qui ont totalement fait autre chose, des pros en tout cas qu'on connaissait, qui se sont dit on fait autre chose. Ouais, ils ont transformé leur façon de jouer au poker. Est-ce que vous vous êtes aperçu de quelque chose dont vous ignoriez? Je vais prendre l'exemple pour moi, histoire que ma question soit claire. Je me suis aperçu de 2 choses, moi, pendant cette année. Premièrement, vu qu'il n'y avait plus rien à faire, donc on a lancé Poker Débat, donc je me suis rappelé à quel point je kiffais faire ça. Ce qui n'était pas forcément toujours évident quand tu es dans le circuit. Moi, je me suis rappelé à quel point je kiffais faire ça. La deuxième chose, c'est que je me suis, moi, par exemple, aperçu à quel point je n'en avais rien à branler du poker online. Quoi. Voilà, c'est-à-dire que... non, vraiment, rien à... Même moi, en vrai. Avant, je le savais un peu,
Mais alors, la première fois que j'ai réouvert une table pour jouer, j'étais là, oh putain, cet enfer, quoi. Donc moi, ça m'a appris ces deux trucs-là. Est-ce que vous, il y a quelque chose qui vous a marqué, je sais pas, truc où vous vous avez dit, ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié ça, j'avais oublié le plaisir ou j'avais oublié ce truc qui m'emmerdait. Je pense que à une époque où, alors on va parler un peu juste de boulot, où tout le monde te dit, putain, ça serait génial d'être tout le temps en full télétravail et de rester toute la journée chez toi, bah, tu te rends compte qu'en fait, voir des gens j'en parlais pas très longtemps, mais juste en fait, ce truc même de prendre le métro ou le transport, ou les transports, n'importe quoi, 10-15 minutes qui te fait ce sas de décompression entre chez toi et le boulot, et ben en fait, c'est ce qu'on considérait comme une perte de temps, bah, en fait, c'est juste pas une perte de temps, c'est juste super important pour organiser ta journée et puis passer de l'un à l'autre. Parce qu'au final, sinon, si tu restes toute la journée chez toi et que tu fais du travail toute la journée, bah, en fait, tu te déconnectes jamais et puis tu te retrouves à 22h à dire oh putain, je suis encore en train de travailler. Il n'y a pas un truc à la télé ce soir où à m'occuper de quelqu'un. T'as ça qui rentre en compte. Et d'une façon plus générale, t'as le côté à se dire bah, en fait, c'est dans des moments comme ça où tu dois réussir à réinventer quelque chose. Tu avais un cadre qui était fixe et tout ça, sauf que ce cadre il n'existe plus du tout parce que il y a plein de trucs qui ont changé, donc il faut que tu arrives à te réinventer, à réinventer des concepts comme tu as pu lancer 4 débats à un confinement, de trouver des idées qui te permettent de faire autre chose. Alors justement pour les joueurs qui faisaient aujourd'hui que du poker live et peut-être qui étaient pro que de poker live, la question c'est comment je réorganise ma vie, comment je fais autrement pendant ce laps de temps. Il y a cette d'une période inhabituelle, tu es obligé de ressortir quelque chose en innovant et en changeant tes habitudes, en sortant de ta zone de confort. Ok, les autres? Ouais, moi je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Vincent et je vais rebondir parce que c'est lié. C'est que je me rends compte à quel point toute notre société, sur le plan business, est liée au rapport humain. C'est Ouais. qu'il y a des gens qui préfèrent dire bah il vaut mieux on attendra plutôt que bah on se fait un zoom quoi. On se téléphone, on se fait une conférence par téléphone. Il y a beaucoup de choses qui sont figées parce que justement le rapport humain manque et dans le business c'est important de se serrer la main, de se regarder dans les yeux et de se dire les choses en vrai. Et c'est assez amusant, je trouve, que ce genre de rapport soit bloqué évidemment par la pandémie. C'est intéressant ce que tu dis, Alexis. Est-ce que vous êtes aussi, vous, aperçu, en tout cas moi je m'en suis aperçu comme ça, dans le poker comme dans le reste, que l'année qui vient de passer, ça fait un peu le tri, et des fois un tri assez étonnant dans les gens que vous fréquentez. Dans certains, vous disiez, eux c'était des amis, et en fait tu te rends compte que t'en as rien à branler. Parce que, non mais je veux dire, tu vois, tu te rends compte qu'en fait tu vas jamais l'appeler, qu'il te manque pas, tu vois, ou elle ne te manque pas. Et au contraire, un mec que tu pensais juste, ou une fille que tu pensais être une connaissance, qui en fait te rappelle, prend des nouvelles de toi, puis t'es content, puis ça te manque. Est-ce que vous... Moi, ça m'a... J'ai eu certains rapports, mais parfois de longue date, qui ont changé les choses, quoi. Je sais pas pour vous, si ça vous arrive. Non, moi, de ce côté-là, rien n'a changé, honnêtement. Oui, Bah, toi, après, j'avais t'appelles beaucoup- personne, toi. Ok, merci Audrey. En plus, j'allais te le dire. Avant, tu couchais avec tout le monde, maintenant tu es obligé de faire gaffe quoi. C'est une blague, Alexis. On rappelle- Maintenant, il n'y a plus moyen de toute façon. voilà. Parce qu'il faut rester dans les 5 km. Et excuse-moi. mais Dans les moi, 5 les km, 5 elle a que 5 de la neige. Non, j'ai que des vieux ici à Cannes. Ah oui, c'est vrai, t'es à Cannes, là, maintenant. Plaisir d'offrir, Mais- joie de recevoir. Oh, Les- putain. Les autres Merci, Alexis. Hein. Non, tu peux compter sur moi. Les autres sur les... Sur... Non, moi je suis assez d'accord avec toi, Loïc. Pour le coup, ouais, bah après, en fait, quand t'es beaucoup dans, pour le coup là, je parle du milieu vraiment du poker, quand t'es beaucoup dedans, t'as toujours beaucoup de gens qui gravitent autour de toi, voilà. Et moi, c'est vrai que sur ça, ben, je me suis recentrée un peu sur les amis que j'avais ici à Malte et que je pouvais encore voir. Les amis de longue date que j'ai avec qui j'entretiens des rapports téléphoniques, tout ça, ça n'a pas changé. Mais c'est vrai que peut-être plus des connaissances du milieu du poker qui m'ont pas forcément manqué parce que voilà, ça reste juste des connaissances, des gens que j'apprécie de croiser sur un tournoi live, mais qui sont pas mes amis dans la vie. Donc oui, bien sûr que tu te retrouves avec un cercle peut-être un peu plus restreint, mais c'est pas plus mal non plus quoi. Ah non, Ça non, veut pas c'est dire que mieux. ces gens, ça veut pas dire que ces gens, j'apprécierais évidemment de les revoir quand je retournerai sur un tournoi live, mais oui, ils sont pas essentiels à ma vie. J'ai vécu sans eux pendant un an et voilà, ça reste. Mais après, je pense que pour moi, c'est aussi une question par rapport au travail, c'est que ça a peut-être plus
mis une sorte de compartiment entre avant, mon milieu perso et mon milieu pro étaient très liés tout le temps parce que quand tu es toujours en voyage et que tu es toujours qu'avec des gens de ce milieu, forcément, ça se mélange un peu. Là, ça a peut-être un peu plus compartimenté les choses et c'était peut-être pas plus mal au final. Alexis, Adrien, sur l'amitié? Ouais, non, mais ça nous a ramené un petit peu à tout ce qui vraiment nous manque, vraiment. C'est-à-dire ce qu'on oubliait qui pourrait nous manquer, en fait, les éléments qu'on avait l'habitude de faire, les gens qu'on avait l'habitude de voir. Effectivement, là, on se rend compte plus facilement de qui nous manque vraiment et de ce qu'on avait aimé, ce qu'on aimait faire, qu'on prenait pour acquis. Et puis que finalement, c'est cool de pouvoir aller au cinéma et que c'est vraiment très cool de pouvoir aller boire un verre quand il fait beau dehors. Et c'est très cool d'être libre, de pouvoir aller voir 4 amis, etc. Donc, on se ramène à ça. Et puis, il y avait un élément un peu qui n'a pas été évoqué, que tu disais, les points un peu singuliers, c'était par rapport à, il faut se réinventer, en fait, il faut réinventer des choses, puisque effectivement, on peut pas faire grand chose. Moi, je pense par exemple, aux enfants, quelques-uns, là, je crois, avoir des enfants, et moi, je sais que ça a été compliqué parce que j'avais des habitudes, je faisais plein de choses avec ma fille. Et au final, je me suis retrouvé un peu comme un con, parce qu'au final, toutes les choses que je faisais, c'était toujours aller à un endroit, dans une salle de jeu, dans un truc, dans un machin. Putain, là, il n'y a plus. Donc, alors ça veut dire que là, voilà, j'ai découvert les loisirs créatifs, j'ai découvert les vraies balades, j'ai découvert plus la nature, les animaux, les conneries, enfin bref. Les Krav Maga, ça nous a marché. De quoi? Le Krav Maga, enfin les trucs, les non, mais voilà, pattes, mais ça, c'est des choses positives au final. C'est-à-dire que voilà, je te dis, ça nous a forcé à être un peu plus créatifs, un peu plus imaginatifs, et puis à se réinventer tout simplement, à casser un peu les habitudes de la vie qu'on a finalement. Comme ça, quoi, qui sont pas si positifs que ça. Et Alexis, pour conclure sur les rapports amitiés? Moi, contrairement à toi, j'ai pas eu de révolution vraiment au niveau amical. C'est-à-dire que je savais à peu près qui était qui et qui faisait quoi. Par contre, mais des fois des confirmations aussi, tu vois. Des confirmations que nous deux, on est plutôt proches, puisqu'on s'appelle 5 fois par semaine au moins. Ah ouais, minimum, monsieur. Mais sinon, non. Mais ce que dit Adrien est très juste, et puis j'apprends rien à personne. Mais le fait d'aller boire un coup avec quelqu'un, ça paraissait tellement anodin avant, et on se rend compte que c'est tellement essentiel parce que c'est superficiel, on va boire un coup, ça dure un quart d'heure, une demi-heure, peu importe. Mais en fait, ça crée un lien et on en a besoin. Et là, on est privé depuis un an, c'est quand même dur. Il y a des gens qu'on n'a pas forcément envie de voir pendant une semaine, mais boire un coup avec eux de temps en temps, ça fait plaisir. Et ça, ouais, voilà, ça manque un peu, ouais. Et un dernier truc, si je peux me permettre, Loïc, Allez-y, je pense qu'il y a certaines personnes, et j'en fais partie, et c'est pour ça que je le dis sans problème, je pense qu'on s'est peut-être aussi rendu compte à des moments du caractère privilégié de certaines personnes. Je me suis rendu compte plus qu'avant, déjà j'en avais conscience, mais voilà, de la chance que j'avais de vivre à l'étranger, de la chance que j'avais de faire un métier assez libre au final, qui me permettait d'avoir une liberté dans le sens, même si là j'avais perdu une partie de mon travail, j'étais pas bloquée pour pouvoir faire autre chose, ce qui est pas le cas quand on est dans des situations par exemple de chômage partiel où c'est plus compliqué, il faut attendre, on est plus dans une situation, je pense, mentalement plus compliquée. Et puis, je pense que ça a été le cas aussi de beaucoup de joueurs pros. Quand même, voilà, on est dans un milieu assez privilégié de faire quelque chose qu'on aime, où on n'a pas besoin des autres, d'un cadre. On a notre cadre, on peut travailler. Ça a été le cas quand même de plein de joueurs. Ok, il n'y a plus de live, mais bon, s'ils veulent, ils peuvent quand même jouer online. Voilà, il y a quand même ce côté de liberté. Malgré qu'on est privé de plein de libertés, on a encore ces libertés-là de pouvoir faire des choses. Donc, c'est quand même dans le boulot, en tout cas, on n'est pas bloqué dans l'attente. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Et puis, ouais, plus personnellement, le fait à Malte, il n'y a pas eu de confinement. On a vu des gens, on est allé au resto, on est sorti quand ils ont fermé l'aéroport. Voilà, on buvait des verres jusqu'à 6 heures du mat dans des boîtes. Enfin, voilà, on a une vie totalement différente de vous. Et ça, c'est dans ces moments-là, on se rend compte encore plus des privilèges d'être dans ce milieu et d'avoir ces privilèges-là, quoi. Second débat, les amis, on va être un petit peu plus business, voyez-vous, parce qu'on y est tous dans le business ici. D'après vous, quel est le problème majeur que va avoir le monde du poker et plus généralement, plus largement, le monde des casinos après la pandémie? À cette question, on démarre par quelqu'un qui est dans le business. D'un business à l'autre, mon Vincent, c'est toi qui commences. Bizarrement, par rapport à ta question, je dirais qu'il va pas y avoir vraiment de problème.
Pourquoi? Parce que les gens vont revenir, vont revenir au jeu, notamment dans les casinos. Ils vont y revenir petit à petit. C'est sûr que quand on va réouvrir les casinos, et nous, pour le groupe Barrière, c'est quand même quelque chose qu'on attend avec grande impatience. Ça va y avoir des mesures sanitaires qui vont faire qu'une machine sur deux va fonctionner ou qu'un joueur sur deux va pouvoir jouer au jeu de table. Mais les joueurs vont revenir parce que Parce qu'ils sont drogués? Mais oui, il faut le dire. Ouais, non, ouais. Oui, Non, non, clairement, franchement, oui. clairement, oui. Donc, tu as cette partie du business là qui va refonctionner. Les casinos vont refonctionner. Les casinos qui font du poker vont refonctionner à partir du moment où ils savent bien travailler leur business. Les joueurs vont revenir comme les joueurs sont aujourd'hui online, jouent online et vont continuer de jouer online. Alors, il y en a peut-être un peu moins qui joueront online parce que le live aura repris, mais il y aura du joueur. Aujourd'hui, on parle de business, par exemple, nous, notre priorité pour Barrière, c'est de dire, bon, regardez la situation, juste faut libéraliser les jeux de casino en ligne parce que il n'y a rien de plus facile que de jouer au casino en ligne en France, sauf que c'est dans une zone grise, voire noire, où les joueurs ne sont pas du tout protégés, où l'État non plus prend aucune taxe, et il n'y a rien pour empêcher les joueurs de le faire. Donc, de toute manière, un joueur qui a envie de jouer, il n'y a rien qui l'empêchera, et à partir du moment où on lui dira ton casino a réouvert, go, on y va, on va jouer, on va s'amuser, et ceux qui, avant la crise, gagnaient très bien leur vie, continuent à très bien gagner leur vie. Et puis ceux qui sont un peu plus sous perfusion, comme disait Audrey, ils auront toujours envie de jouer avec l'espoir ou la vue d'un gain qui pourrait leur permettre de changer leur vie. Donc ils y reviendront. Donc pour moi, il n'y a pas de grosses problématiques quand ça rouvrira. Ok. Audrey? Non, moi je suis d'accord totalement avec Vincent. Justement, il n'y aura pas d'impact là-dessus parce que tous les joueurs, je ne parle pas forcément des joueurs de poker du tout, quand je disais drogués tout à l'heure. Vous m'épatez là. Non, mais parce que pour moi, en fait... désolé, je vais te couper, Audrey. Attends que j'intervienne. Vas-y. Ah, attendez. Pareil. Ok, très bien. Non, c'est bon, je vois qu'on va se tirer dessus. C'est impeccable. Audrey, je t'en prie, finis. Vas-y, avant de te prendre une ogive Du par coup, je Alexis. sais plus ce que je disais. Que tu étais d'accord avec Vincent. D'accord avec Vincent, totalement, parce que de toute façon, je parle pas forcément des joueurs de poker ou quoi que ce soit, mais quand j'ai vu que c'est la grande motte, ils ont réussi à faire un drive pour tourner la roulette et tout ça, ou blackjack, je me suis dit, mais c'est des malades. Les gens... Ils l'ont monté, mais ça s'est pas fait. Ils l'ont monté, mais ils n'ont pas eu les autorisations préfectorales pour le faire. D'accord, parce ils que ont moi, au moins j'ai fait un vu... buzz. Oui, Ils ont fait un buzz. Ok, mais je me dis, mais ça aurait pu marcher. Ils n'ont pas eu l'autorisation, ok, mais ça aurait pu faire. Et moi, je me dis, c'est complètement dingue. Des gens qui vont jusqu'au drive, finalement, pour aller jeter une bille ou jeter 2-3 cartes, quoi. Ça me paraît vraiment invraisemblable. C'est pour ça que je disais, les drogués, de toute façon, de tous ces jeux de table, ils continueront à aller au casino. Ça n'aura pas d'impact pour moi, j'en suis sûre. Il veut tirer un scud. Alexis. Non, pas du tout, mais je suis plus nuancé, évidemment. Parce que il y a deux parties déjà. Il y a l'offre et la demande. Sur la clientèle, oui, évidemment, les joueurs addicts, les joueurs réguliers, il n'y a pas de débat. Ils vont se précipiter dès le premier jour de réouverture. Là, on est tous d'accord. Mais il n'y a pas que ça. Il y a du joueur récréatif, il y a du joueur occasionnel qui représente quand même un chiffre important des casinos. Ce sont des gens qui viennent 1 à 5 fois par mois, pas plus, et qui représentent pas forcément qui n'ont pas le plus gros portefeuille, mais ils font beaucoup de volume, et notamment pour les machines à sous. Donc, ces gens-là, est-ce qu'ils vont venir, enfin, combien de temps ils vont mettre à revenir? Est-ce qu'ils vont vraiment avoir du plaisir? Parce que les normes sanitaires vont être tellement strictes que ça ressemble quand même un peu à une contrainte, quoi. Alors, pour les machines à sous, c'est vrai que c'est un peu particulier, ça sera probablement une machine sur 2, mais pour le jeu de table, ça va être très compliqué. On repart avec du plexi, les masques obligatoires, on est un nombre de joueurs limité par table, ça risque d'être un petit peu compliqué. Encore une fois, je ne parle pas que du poker, hein. Alors, ma vision, mais je peux très bien me tromper, c'est qu'il va y avoir effectivement dans les premiers jours et premières semaines un déferlement de joueurs parce que tous les réguliers vont vouloir jouer, ça c'est une évidence. Et ensuite, il risque d'y avoir un second souffle parce qu'on aura perdu beaucoup de restaurateurs qui vont peut-être se concentrer un peu sur leur activité et qui, on va dire les choses franchement, plaçaient un peu de leur black dans les casinos.
Les bars, c'est pareil, les taxis, c'est pareil. Et eux, ce sont des gens qui ont quand même beaucoup, beaucoup souffert, qui vont se concentrer maintenant sur l'activité qui rouvre. Donc ces gens-là, est-ce qu'on va les garder vraiment beaucoup? Je suis pas sûr. Donc pour l'offre, je pense qu'il y a quand même pour la demande, pardon, je pense qu'il y a quand même une petite nuance et qu'on va avoir une petite décrue dans un second temps. Ensuite, en ce qui concerne l'offre, oui, bien sûr que les casinos vont être super contents de rouvrir. Il n'y a pas débat. Mais c'est ce qu'a dit Florence dans la question précédente. Il y a un problème de personnel. Il y a une partie du personnel, pas tout, mais il y a une partie du personnel qui est plus là. Former un croupier, former du personnel pour la vidéoprotection, etc. Ça prend du temps, il faut des agréments. On a déjà eu ce problème avec l'ouverture des clubs parisiens. Là, c'est à l'échelle nationale, moins marqué, mais à l'échelle nationale. Les agréments de la police des jeux, elle n'a pas que ça à faire non plus, donc elle va les délivrer en plusieurs semaines. Globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir la queue dans les établissements de jeu, encore une fois, pas que parisiens, et que toutes les tables ne seront pas ouvertes. Ça sera, au lieu d'être 6 à une table de blackjack, on sera que 3. Donc ça veut dire que il y a 2 fois moins de joueurs qui jouent, hein, ça c'est une évidence. Donc pour être rentable, il faut ouvrir plus de tables, mais il y a moins de personnel. Enfin, il va y avoir quand même un véritable problème organisationnel. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça va être vraiment une histoire de problème organisationnel, c'est-à-dire qu'il va y avoir il y a beaucoup de joueurs qui vont vouloir jouer, mais entre vouloir et pouvoir, ça va être complètement différent. Et comment ils vont limiter les casinos. Et puis il y a aussi un truc, c'est que mais en réalité, on sait toujours pas non seulement comment ça va rouvrir, on connaît pas les conditions dans lesquelles ça va devoir rouvrir. Et puis malheureusement, on a cru que c'était bon. Bon, même si là peut-être avec le vaccin en l'occurrence, quand ça va rouvrir, ça va vraiment rouvrir. Mais en réalité, on sait pas si 3 semaines après ça va refermer. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont beaucoup d'idées. Style Apo, je pense qu'il a créé beaucoup de choses, il a imaginé beaucoup de choses. Mais en réalité, est-ce qu'il va pouvoir mettre en place 15% de ce qu'il veut? On ne sait pas. Les tournois vont être très limités. Il va y avoir beaucoup de gens qui vont vouloir venir, mais bon, ça sera très limité. Alors, comment on va choisir les gens? Est-ce que ça va être vraiment des files d'attente? Est-ce que ça va être des réservations? Ça va être quand même organisationnel. Ça ne va pas être évident. Et puis, il y a aussi on ne connaît pas trop le niveau de stress des gens, parce que effectivement, les premiers qui vont, comme Audrey disait, tout ça, les drogués, tout ça, vraiment les gens qui sont vraiment au taquet, ils vont revenir. Il y a plein de gens qui vont prendre un peu de temps. Regarde, Audrey, tu disais que tu avais joué qu'un tournoi au final dans l'année, mais ça avait rouvert pourtant quelques semaines, quelques mois. Mais on était tous un peu à tâtons, on voulait pas forcément y aller. Bref. Mais moi aussi, parce que vraiment, je m'en fous vraiment de ce Covid de toute façon. Donc moi, je m'empêche vraiment de rien faire. Non, Audrey, non, il faut enlever cette parole-là. Elle ne se fout pas du Covid. Non, si, en réalité, oui, il y a un tournoi là demain, j'y vais sans problème. Okay, vraiment, toi, j'ai pas de stress par rapport à ça. Vraiment, je te jure, j'ai tout fait. J'ai fait des soirées privées. Non, elle n'a pas dit ça, non. Oh là non, là, mais tais-toi. J'ai toujours dit bonjour à mes potes. C'était Poker Débat à l'émission qui vient de se faire interdire par l'État. Ce que je veux dire, c'est que moi, ça m'empêche pas. Il y a eu Rosvadov, je me suis pas posé de questions, j'ai pris l'avion, vraiment. Alors ça, c'est. Oui. Alors là, c'est le mauvais exemple, Rosvadov, pour le coup. Excuse-moi, parce que. Non, mais en tout cas, voilà, ça, c'est ton point de vue. Il y a des gens évidemment comme ça qui sont pas trop en stress par rapport à ça, mais je pense qu'il y aura une masse de gens qui vont pas se jeter comme ça dans les casinos. Ils vont réfléchir un peu. Non, mais ça, je le conçois, bien sûr. Mais du coup, ça reste quand même un énorme flou en réalité cette ouverture. Moi, par exemple, il y a 4 jours, les gens qui veulent pas jouer avec les masques. Pour nuancer un tout petit peu le propos, on a eu au niveau des casinos justement cette période un peu d'entre-deux qui était en gros de juin à septembre. Ouais. Fin septembre où les casinos ont pu réouvrir pour rien cacher avec Loïc, on a été au casino de Bordeaux, il y avait du monde dans le casino de Bordeaux un samedi soir, il y avait beaucoup de monde, hein, c'était plein. il tournait et les gens avaient envie d'aller au casino parce que c'est un loisir, tout comme les gens, je pense, auront envie de retourner au cinéma, auront envie de retourner au théâtre, au restaurant, et que ça fera quelque chose aussi quelque part revenir à une vie normale. Et revenir à une vie normale, c'est pouvoir retourner le vendredi ou le samedi soir, aller jouer à la roulette électronique avant d'aller en boîte et faire des choses comme ça. Il y aura effectivement des personnes qui sont très sujettes qui sont anxiogènes par rapport à la maladie et qui peut-être iront avec un frein, mais à un moment donné, ils reviendront. Après, pour le coup, avec la vaccination, énormément de flou. Mais là où, par contre, vous avez raison tous les deux, Adrien et Alexis, c'est il va y avoir effectivement, il y a un gros travail à faire sur la préparation de
l'après-Covid, comment on recrute les équipes parce que il y a eu, que ce soit chez Partouche, dans tous les groupes casinotiers, il y a eu obligatoirement des licenciements au niveau des certains établissements. Au niveau des équipes d'appro, il y a effectivement des croupiers qui sont partis faire autre chose et qu'il va falloir remplacer et qu'il va falloir réussir à essayer d'anticiper comment on accueille réaccueille toute cette clientèle, quoi. Mais on est quand même on parle de beaucoup de choses, mais on est quand même dans un gros flou, même encore, quoi, parce qu'au final, moi, je suis pas vraiment de ouf, mais je sais que là, est-ce qu'ils vont ouvrir que pour les gens qui sont vaccinés, ou est-ce que quand ils vont ouvrir, est-ce qu'on va rouvrir pour tout le monde? Non, a priori, ils vont réouvrir pour tout le monde. Ok, peut-être. Mais dans un premier temps, moi, c'est ce que je pense qu'ils vont rouvrir pour tout le monde, mais après, vous inquiétez pas, il y aura ce passeport vaccinal. Si tu l'as pas, tu n'iras pas au cinéma, tu pourras plus voyager et tu ne pourras plus rentrer dans un casino si tu n'as pas ce passeport vaccinal. On ne le sait pas, mais c'est comme ça que ça va se passer. Après, sur cette période de réouverture de casino, et c'était un des chevals un peu de bataille du syndicat des casinotiers qui ne comprenait pas pourquoi on refermait les casinos, il n'y a eu aucun cluster détecté dans des casinos parce que les normes de sécurité étaient déjà et sanitaires étaient déjà très élevées. Donc après avoir ce qui va être pour le coup, quand on était toi et moi au casino Barrière de Bordeaux, là pour le coup c'était chaud, hein. C'était masque. Je peux te dire, t'avais pas intérêt de franchir 1 mètre du casino sans le masque. Les mecs qui vérifient que tu te gélifient tous les 3 mètres. Le bar était fermé, il me semble, en plus aussi. Les bars étaient fermés, les bars, les restaurants étaient fermés. C'est ce qui peut poser aussi de rentabilité pour les casinos. Mais, il y avait du plexi partout. Le plexi, est-ce qu'il y avait vraiment moins de monde? Vous avez vraiment vu la différence? Non, mais c'était plein. Il y avait moins de monde numériquement parce qu'il y avait moins de machines, parce qu'ils étaient obligés de plus les espacer, etc. Donc ils pouvaient accueillir moins de monde. Et les jeux de table? Jeux de table, c'est comment les jeux de table, tu avais pareil plexi entre, par exemple, l'Ultimate, tu avais 6 places et il y avait les 6 places étaient occupées, mais tu avais un plexi toutes les 2 places. D'accord. Toutes les 2 places. Toutes les 2 places. Non, mais ça rime à quoi? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais pour qu'ils soient malades 2 par 2. T'enlèves ce 30%. Ce qui n'a aucun sens de toute manière, puisque les jetons de toute manière se passent d'une main à l'autre, les cartes, tout le monde les retouche, donc même maintenant, non mais on sait même pas si, même un an après, on sait même pas si avoir le contact avec la main sur quelque chose, ça transmet ou pas. Enfin, même ça, on n'en est pas sûr à 3000%. De toute façon, on est encore dans un flou un an après. Je peux intervenir, je reviens sur ce que dit Vincent. Il faudrait faire parler Florence un jour, ça fait 6 heures qu'elle attend. Non, mais c'est très court. Vincent a parlé du mot rentabilité qui est évidemment fondamental. C'est quand on va rouvrir, si les conditions sont trop dures, et même si le public est là, c'est pas la question, c'est que ça va être quand même difficile de trouver un équilibre et une rentabilité puisque les aides s'arrêtent. Et je parle là par contre pour les établissements parisiens en particulier, il y en a très peu qui étaient rentables juste avant le Covid. Les plus optimistes arrivaient à être rentables avant le Covid. Et 400 000 € par mois aussi. Comment? C'est sûr, quand le directeur prend 400 000 par mois, ça n'aide pas non plus à être rentable. Et encore, juste en février, parce qu'il y a moins de bonus. Et là, ça va poser le problème, c'est qu'effectivement, s'il y a moins de gens aux tables, notamment aux tables de poker, parce que c'est une émission de poker, si on ne peut pas faire de tournoi, on peut faire venir un peu moins de monde, etc. Donc, il y a une réaction en chaîne qui fait que est-ce que les mois qui vont suivre la réouverture seront rentables ou pas? En plus, on arrive, ça je l'avais dit dans une émission précédente, à une période qui n'est pas forcément favorable pour le poker parisien. L'été, c'est pas génial. Alors là, les gens vont peut-être rester, ça va être un peu différent. Mais tout ça fait que je ne sais pas si jusqu'à septembre, les établissements vont gagner beaucoup d'argent, quoi. C'est ouf que je ne sache pas répondre à cette question, même si je pense, mais on est bien d'accord que le cash game, c'est 100 fois plus rentable pour un club qu'un tournoi. Ah oui, bien sûr. Oui. Pas 100 fois, non, mais c'est beaucoup plus rentable. Mais le tournoi ne rapporte pas grand-chose. Oui, voilà, ça rapporte de la visibilité, mais ça rapporte pas plus d'argent que ça, je crois. Un produit d'appel. Mais sur le côté poker, je pense qu'il va y avoir 2 choses très importantes. Il va y avoir effectivement une masse de joueurs qui va vouloir revenir rejouer, à qui le live a beaucoup manqué. Mais un gros problème effectivement de l'autre côté dans ce qu'on est capable d'offrir, dans le sens où Alexis l'a dit, il va manquer de personnel qualifié en tant que croupier. Ça va y avoir effectivement va y avoir du recrutement parce qu'il va y avoir des gens qui ont besoin de travailler, donc il va y avoir potentiellement du recrutement et donc assez de croupiers, mais ce sera des croupiers débutants
puisque qu'on va devoir former au départ. Donc avant de retrouver un niveau assez bon pour faire des gros tournois de poker en France avec des freelances qualifiés, ça va demander un certain temps, hein. Et en plus de ça, il va y avoir le côté, donc évidemment, donc avoir assez de personnel et dans quelles conditions on doit travailler. Moi, demain, si on me dit viens couvrir un tournoi de poker, mais pendant de midi à minuit, tu dois garder ton masque sur la tête, je vais dire ouais, ben non, franchement, insupportable, quoi. Enfin, je sais déjà que d'habitude. Et t'as des joueurs qui n'ont jamais voulu remettre des pieds dans le casino, dont je fais partie. Je veux dire, pour faire du tournoi, pour aller jouer 1 heure au cash game ou pour aller jouer en machine à sous, tu t'en fous. Mais pour jouer 5, 6, 7 heures sur un tournoi, moi, j'ai un masque, pas possible, quoi. Et il y en a plein de joueurs chônés qui n'ont pas voulu. Non, mais ça, bien sûr, je te dis pas. Dans les joueurs, de toute façon, il y en aura assez qui accepteront pour avoir du monde, c'est pas le problème. Parce que ceux qui acceptent pas, ben, ils seront pas là et voilà. Mais moi, je parle vraiment du côté du personnel. Ça va être déjà plus compliqué. C'est-à-dire que non seulement il va falloir former des nouvelles personnes, mais en plus, il va falloir accepter toutes ces mesures-là. Donc, ça va mettre un certain temps. Donc, même si demain, il y a assez de gens pour faire un gros tournoi de poker, ben, avant que vraiment, dans les faits, ce soit possible, ça va prendre beaucoup plus de temps. Troisième débat, les amis. Question au choix. Le point le plus positif à tirer de cette crise ou le point le plus négatif à tirer de cette crise. Qui a envie d'être positif? Qui a envie de tirer un point positif? L'impact sur l'environnement, ça, pour moi, c'est le premier point déjà, hein, de tout ça. Pas faux. Moins de circulation, moins de vols aériens, tout ça. Nous, on n'a jamais eu autant de neige cette année. Et pourquoi? À mon avis, c'est grâce à la pollution. Enfin, parce qu'il y en a moins, il y a eu moins de vols aériens et tout ça. Et je pense que ça joue énormément. D'être confiné à partir de 6 heures, enfin 7 heures du soir, il y a moins de circulation et ouais, un impact environnemental, ça c'est clair et net. Ok, on était sur du positif. Quelqu'un d'autre en positif? Ouais, moi je dirais, c'est un peu, on l'a évoqué à la question 1, c'est un peu le fait de devoir, enfin, de se remettre plus en question et de revisiter un peu plus notre quotidien, nos projets et nos rapports aux autres. Je pense que ça a fait réfléchir quand même beaucoup de monde. Comme je disais aussi tout à l'heure. Après, je suis pas sûr que ce soit toujours positif. Ça, il y en a peut-être qui se sont aperçus qu'ils avaient une vraie vie de merde aussi. Hein. Ça, c'est clair. Mais bien sûr, ça, il y en a beaucoup, c'est sûr. Ouais, mais c'est pas plus mal qu'ils s'en soient aperçus parce que peut-être qu'ils peuvent l'améliorer du coup. Ah, si t'as 60 balais, ça doit être chaud. Ça doit être décevant un peu. Non, il reste des choses à faire à 60 ans, Loïc, je te le garantis. Ah. Mais il faut manger moins de poulet maillot et mais Ah, c'est ce que j'ai mangé ce midi, ça fait flipper. ça c'est le repas des vainqueurs de tournoi. Ça. Mais Ouais, c'est ça. non, mais voilà, non, mais ça, je pense que ça. De toute façon, c'est un des impacts de nos vies à nous tous. Je pense que c'est un des plus gros impacts. Et puis, il y en aura probablement pas d'autres aussi gros dans nos vies. Donc, il y aura probablement un avant et un après. J'espère. Et puis, nous, en tant que Français, on a passé nos vies à se plaindre de beaucoup de choses. J'espère que les gens se plaindront un petit peu moins. J'espère qu'on n'oubliera pas 2 mois après qu'on aura repris une vie normale qu'il y a 1 an, on n'avait pas ça, on n'avait pas ça. J'espère que ça fera évoluer quelques personnes qui se plaignent un petit peu trop. Okay. Ça, j'ai pas trop l'impression parce qu'en vrai, comme tu le dis, peut-être qu'en France, bon, moi, encore une fois, j'habite pas en France, donc voilà, mais je sais que quand je suis venue en France pour voir ma famille, par exemple, ben, je suis allée faire les tests Covid avant et après, ben, par exemple, les tests Covid chez vous, c'est gratuit. Mais il y a que en France. À Malte, si je veux aller me faire un test PCR demain pour prendre l'avion, c'est 140 €. Voilà, oui. Juste pour faire. Ça, c'est négatif, ça? Et ben justement, c'est un truc. Oui, c'est bien ce que je dis. C'est que ça, c'est un truc positif. Il y a beaucoup de choses, notamment sur le système de santé français, qui, même s'il est souvent critiqué, etc. Alors oui, mais alors il y a peut-être un rapport au fait que toi, tu payes 5% d'impôts et nous 50%. Mais déjà, c'est pas vrai. Déjà, c'est pas 5, c'est 7. Non, mais déjà, c'est pas vrai. En plus, Adrien, enfin, j'ai un statut. Je suis pas un joueur de poker, donc j'ai pas le même statut que les gens ici. Mais bref, on s'en fiche. Mais ouais, sur ça. Mais tu vois, j'ai l'impression qu'au final, c'est pas vraiment ça, parce que ce qui ressort. Et on voit bien que tu souffres, Flo. Là, t'habites dans un petit T1, dans un quartier, dans un quartier un peu favelas de Malte. Ouais. Très, très.
Pardon. Non, mais tu vois, même ça, j'ai l'impression que c'est pas le premier truc qui ressort. Le premier truc qui va ressortir quand les Français vont parler, c'est on n'arrive pas à se faire vacciner. Enfin, c'est tous les côtés négatifs entre Négatif, bien sûr, guillemets, bien du sûr. moment, c'est-à-dire c'est le cas, hein. C'est compliqué de se faire vacciner. Tous les trucs, mais on voit pas le côté positif qui est il y a Ça, quand c'est même eu une des choses certitude. positives dans ce côté-là. Donc sur ça, j'y crois pas trop que les gens vont Ah, garder mais le positif. Je pense qu'au contraire, ils vont garder le négatif, le côté on n'a pas assez de lits en réanimation. même si la masse, effectivement, continuera de penser comme ça, Flo, c'est une certitude, mais même si on fait évoluer les mentalités de 1, 2 ou 3% des gens, c'est toujours ça de prix. Je pense qu'en tout cas, j'espère que ça sera un des points positifs, même si ça sera qu'une petite partie des gens, probablement. Voilà, j'espère Je sais qu'il y a pas, des gens. tu regardes les sondages, la majorité silencieuse, elle est plutôt contente de ce qui se passe en France, en fait. Moi, je suis désolé. Tu regardes les sondages. Enfin, franchement, là, je vais parler d'un point de vue entrepreneur. Des entreprises, des SARL, j'en ai 3. L'État français, sincèrement, on va être clair, il nous aide. Sinon, il y aurait déjà la moitié des entreprises, dont les miennes, qui seraient par terre et ils nous gavent d'aide comme c'est pas permis pour essayer de nous maintenir à flot. Est-ce que ça suffira? Parce qu'une fois que tout sera réouvert, est-ce qu'on aura encore des clients? C'est un autre débat. Mais en attendant, l'État français, c'est comme les intermittents. Les intermittents, ils n'arrêtent pas de gueuler, mais enfin, le seul pays au monde où on a maintenu les aides aux intermittents, c'est en France. Mais bien sûr. En Italie, si t'es musicien, aujourd'hui, t'es en train de crever. Faut être clair, quoi. Donc, point positif. Quelqu'un d'autre ou on attaque les points négatifs? Oui, Ouais. non, alors moi, un point positif, du coup, parce qu'effectivement, ça m'a un peu rassuré sur la population française. On dit qu'on est râleur et indiscipliné. Alors, on est râleur, oui, ça, c'est une évidence. On râle C'est tout, vrai, on conteste sur la décision du gouvernement. Il suffit qu'ils fassent ce que les gens disent, ils sont plus d'accord avec eux-mêmes il y a 15 jours. Donc, c'est très, très étonnant, ça. Et puis, alors, des spécialistes en virus et en épidémie, on les compte par millions maintenant. Et ce qui est marrant, alors Adrien, peut-être tu vas pas être d'accord avec moi, mais je trouve rigolo parce que c'est un peu le parallèle avec le poker. C'est que tu as ceux qui donnent des leçons qui n'ont absolument aucune information, parce qu'ils sont l'information, c'est BFM et Facebook, hein. Oui. Et tu as les mecs qui ont 40 virologues qui prennent l'information qui est peut-être erronée, qui prennent la décision qui est peut-être erronée, mais avec une information pratiquement complète, quoi. Et c'est celui qui a la zéro information qui va critiquer celui qui est ultra informé. Donc c'est un peu l'amateur qui se moque du pro, qui a plein de paramètres pour prendre finalement peut-être une décision qui n'est pas bonne, mais en tout cas avec énormément d'informations. Donc ça me fait un peu rigoler. Par contre, enfin je sais pas, tu veux peut-être rebondir, mais Ah non. bon, ok. Et le deuxième truc, c'est qu'on dit qu'on est un peuple indiscipliné, ingérable, etc. Et bien là-dessus, je suis très très agréablement surpris. Parce que finalement, des manifs de protestation, des gros débordements, il n'y en a pas eu beaucoup. Ouais, c'est vrai, ça. Alors qu'en Allemagne, qui est un pays qu'on considère comme extrêmement discipliné et tout, ça a été, il y a eu 10 000 personnes dans les rues à Berlin pour protester contre le port du masque, et quand même, il n'y a pas eu ça en France. Donc, j'ai l'impression que dans les périodes dures, le peuple français arrive à montrer une certaine forme de solidarité. Et c'est vachement rassurant. Ouais. C'est beau. Non, Moi, mais je suis c'est vrai moyen que- d'accord sur ça parce que j'ai pas l'impression. Enfin, sur les manifs et tout, je suis d'accord avec toi. Maintenant, moi, j'arrête pas de voir la population un peu jeune autour de moi quand je regarde des stories, des machins et tout. Le nombre de gens que je vois à faire des fêtes, une dizaine de personnes dans des baraques ou dans des soirées privées les samedis C'est assez soirs. récent, je crois. Franchement, tu vois, J'ai moi, l'impression que ça j'ai un craque peu. un peu maintenant. Ça Ouais, craque un peu alors maintenant. peut-être pas pendant le premier confinement, effectivement, mais C'est assez déjà récent, mais c'est assez récent. depuis quelques mois, moi j'ai l'impression que les gens en France, des fois je suis là, genre, mais ils sont pas. Je croyais qu'il y avait un confinement ou un Et couvre-feu. tu suis pas les stories d'Audrey Petitjean, où là, t'aurais l'impression qu'il n'y a jamais eu de Non, mais pandémie dans ce évidemment monde. que heureusement qu'il y a des Déjà gens. qu'elle, elle n'est pas convaincue. Voilà. Non, Si, mais non, heureusement qu'il y a bien des sûr gens que qui je suis suivent convaincue qu'il y a le Covid, bien sûr. Mais J'ai après, l'impression que la lassitude de cette situation fait que les gens sont petit à petit quand même moins justement en disant bon bah de toute façon vas-y on va être encore en couvre-feu ou en confinement pendant un mois, bon je vais pas m'arrêter de vivre et qui refont des soirées, des trucs, donc Ouais, mais peut-être moins discipliné quand comme même. disait Alexis, quand ça a commencé en mars 2020, on imaginait que les Français, au bout de 15 jours, ils n'écouteraient plus rien. Finalement, on a tenu un an, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est ouf, en vrai. En termes de discipline, voilà, on est toujours, comme disait, on est toujours aussi bah râleur. oui, mais quelque part, on est un peu obligé. Sinon, tout de suite, c'est une Oui. amende de 135 €. Ma foi, et c'est. Ou la mort. Mais c'est vrai que, non, c'est vrai que, non. Et c'est récent, Flo, le ras-le-bol où les jeunes, effectivement, commencent à beaucoup plus sortir et à être complètement out voilà, des règles. Mais c'est assez récent, je pense. Enfin, je crois.
Bon, et maintenant le négatif. Attends, on peut faire un petit point positif juste sur le milieu, le milieu du poker? Vas-y. Un petit point positif quand même, c'est que non seulement on a vu pas mal de nouveaux joueurs pendant la période, soit des nouveaux joueurs, soit des joueurs qui sont remis au poker, et le poker online qui a bien fonctionné, voilà, qui a eu beaucoup de monde sur les tables, donc ça c'est plutôt un point positif. Et puis on en a moins parlé, parce que ça on en a beaucoup parlé dans nos précédentes émissions, mais on en a moins parlé, le fait de un petit peu la concurrence accrue, mais la concurrence saine entre les différentes rooms, qui fait que les différentes rooms, notamment internationales, donc PokerStars, GG Poker, 888, enfin tout ce que tu veux, ont proposé énormément de parties poker, ont proposé beaucoup de festivals avec des très gros prize pools, et ça a amené un plus, parce que du coup une émulation positive de PokerStars annonce des scoops à 100 millions garantis, bam, GG Poker annonce des séries à 150 millions garantis. Donc ça c'était l'évolution naturelle, je pense, dans tous les cas, mais ça a été amplifié par ce phénomène de masse où il y a eu beaucoup de joueurs sur les tables, et donc les rooms qui se sont motivés pour créer des choses, aussi en partenariat avec les franchises, le WPT, les WSOP, qui sont venus se greffer à tout ça, et donc du coup ça a créé des très gros tournois sur le net. C'est naturel, je suis pas sûr que c'était naturel. Ok. Ça a été parce que oui, effectivement, les gens ont plus d'argent à mettre dans le cinéma, ont plus d'argent à mettre dans le restaurant, et plus d'argent. Non, mais je parlais juste l'organisation de festivals, c'est-à-dire qu'il y a eu de plus en plus de gros festivals online. Oui, mais parce que et là tu passes à des festivals tous les 2 mois, même sur le point .fr, et c'est parce que les gens sont là pour jouer, mais une fois que les gens auront de la possibilité d'aller au resto, d'aller à droite à gauche faire autre chose, tu auras moins de joueurs, donc il faudra revenir des prize pools aussi moins gros. Là, c'est la période qui est une embellie complète, formidable pour les Europoker, et qui surfent dessus. Adrien? Non, mais ce que veut dire Flo, c'est qu'au moins, voilà, on peut quand même en parler en des termes positifs, c'est-à-dire que les rooms ont été réactives, et que sur la période, c'est vrai qu'on a pu voir beaucoup de choses, et effectivement, ça reste très positif pour le poker. Moi, petite anecdote, c'est vrai que nous, c'était un peu bizarre en tant que joueur, parce que finalement, nous, le Covid, c'était presque positif, vraiment, pour l'accès jeu, et c'était bizarre dans les conversations quand les gens se plaignaient de se dire, ouais, moi, ça va, il y a un 0 de plus de garantie sur chaque tournoi. Donc, c'était un peu chelou, ce sentiment, mais voilà. Mais bon, c'est bien que Flo le relève. Effectivement, les rooms ont été quand même très réactives, et c'est pas mal. J'espère que quand tu as de l'argent qui est par terre, tu te baisses pour la ramasser. Évidemment que les raisons sont, ils avaient des intérêts, c'est évident, et c'était ça qui les a motivés. Mais ça reste un point positif. On va pas le mettre dans le point négatif. Bien sûr. Oui, parce que c'est positif et pour les rooms, et pour l'industrie, et pour les joueurs. Faut juste espérer qu'ils vont continuer entre guillemets dans cette bonne vibe, même si, comme dit Vincent, quand la vie normale entre guillemets va reprendre, il y a beaucoup de budget des joueurs, des dépôts de joueurs qui ont dans beaucoup d'autres choses, dans la culture, dans le plaisir, dans le loisir. C'est une évidence. Voilà, il faut espérer que les rooms continueront d'être attractifs, d'être à l'écoute quand même des joueurs, et de surfer sur cette vague positive. Ouais. Ok. Donc, et maintenant les points négatifs. Est-ce qu'il y en a pour vous de cette crise? Les conditions de vie déjà. Tout le reste. Tout le reste, voilà. Si je dois, pour le coup, j'ai rien dit de positif, hormis la partie un peu, effectivement, room de poker qui ont bien gagné de l'argent. Côté négatif, moi, à mon sens, il y a quand même une absence mais c'est de la société actuelle, de vision autre que court-termiste. Quand on parlait effectivement des infos sur BFM et tout ça, on est sur l'info sensationnelle, court-termiste, et qui se projette pas, plus loin que le bout de son nez. Qu'est-ce qui va se passer dans 2 mois, qu'est-ce qui va se passer dans 3 mois. Même quand on se dit, il y a un an, on nous a dit que ça durerait 2 ou 3 mois. Il y a un an, personne n'avait vu comment était avec la maladie. La maladie a évolué depuis un an. Il y a des variants qui ont apparu. Et puis t'avais des épidémiologistes déjà à l'époque qui te disaient rendez-vous dans 10 ans, certains. Tout le monde n'était pas clair avec ça. Bien sûr, et c'est difficile, mais c'est difficile sur énormément de domaines, de dire aux gens,
voilà, la solution ne va pas arriver demain, ne va pas arriver après-demain, ni dans une semaine, ni dans un mois, et il va falloir attendre. Et le deuxième côté négatif que j'ai moi de mon côté, c'est que justement parce que, alors le côté positif que tu disais que l'État a soutenu énormément de sociétés, c'est que je crois que les gens n'ont pas conscience de ce qui va arriver une fois que l'État va dire la situation est revenue à la normale, les aides c'est terminé. Ah, Bon courage. bon courage. Bon courage. Ça, je suis d'accord. Et donc aujourd'hui, il y a pas justement cette vision contamiste de qu'est-ce qui va arriver après. Les amis, et en vrai, on est cons, alors qu'il suffirait juste d'écrire des livres. Ouais. Pour s'assurer une rente régulière, ben oui, évidemment. Ah, vous êtes con. Quatrième et dernier débat, les amis. La nouvelle a fait grand bruit. Les WSOP ont annoncé qu'ils revenaient. Cette fois, ça a l'air plutôt sûr, plutôt certain, voilà. Greg Chauchon, le numéro 2 des WSOP, nous avait dit il y a quelques semaines sur le RMC Poker Show, où j'attends toujours d'être réinvité, les gars. C'est quand vous voulez, hein. Ça fait 10 ans. Non, ils t'aiment pas, je crois. Je crois qu'ils n'aiment pas trop ma gueule. Alors que moi, je les aime d'amour. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un énorme bisou et une énorme pensée à Monsieur Moundir. Dans cette situation compliquée. Il est touché, lui, oui. On lui fait d'énormes bisous et on espère qu'il reviendra très vite et en pleine forme. Jérémy, j'attends ton appel. Il avait annoncé, monsieur Greg Chauchon, que les WSOP ne se tiendraient pas dans les périodes promises de juin, que ça changerait, qu'il nous tiendrait au courant. Ben, on s'est tenu au courant. Le 1er avril, d'ailleurs, dont certains ont cru que c'était une blague, c'était un joke, mais non, non. 23 septembre jusqu'à fin novembre, jusqu'à mi-novembre. 30 septembre, 23 novembre. Ouais, tu chipotes. Il y en a une qui bosse dans cette émission. Il y en a une qui bosse dans cette émission. Et c'est celle qu'on croit, d'ailleurs. Le WSOP reviennent. Très beau programme. Alors, la question, elle est simple. Le retour des WSOP, est-ce que c'est la première vraie bonne nouvelle du poker depuis le début de la crise? Flo, je te vois hocher la tête, c'est toi qui entame. Alors, première vraie bonne nouvelle. C'est pas la seule bonne nouvelle parce que, bon, comme j'en ai déjà parlé, le côté des festivals online qui fonctionnent bien et toujours des plus gros prize pools, pour moi, c'est une des premières bonnes nouvelles, on va dire. Mais par rapport au Poker Live, évidemment que c'est la grosse nouvelle, etc. Alors, je trouve pareil que toi, je trouve le timing un petit peu bizarre. C'est bizarre d'annoncer. Ça aurait été bien le 2 avril, voilà. Ouais, voilà. Je pense qu'ils pouvaient attendre un jour pour l'annoncer parce que c'est un truc tellement attendu, etc., que de laisser planer un doute, c'est pas terrible. Du coup, je trouve le timing de communication un peu bizarre, mais cela étant dit, une nouvelle assez folle, je pense, qui a donné un peu de baume au cœur à plein de gens qui adorent le live et qui adorent Vegas, notamment. Maintenant, quand tu parles du programme, Loïc, pour l'instant, on n'a pas de programme, à part savoir les dates du main event, le reste, on ne sait pas. Mais effectivement, les dates étant annoncées sur un temps assez long, le même temps à peu près habituel des WSOP, donc on se doute que ça va être de très nombreux événements, puisque c'est 1 mois et demi. Donc effectivement, ça, c'est une très bonne nouvelle. Il y a déjà des voix qui s'élèvent un petit peu parmi les joueurs pros en disant il faut garder ces dates-là pour tout le temps parce que il fait moins chaud à Vegas, ce sera sûrement un temps, le temps sera meilleur, etc. Bon, moi j'espère pas parce que j'aime bien quand même le côté villa avec piscine. Même le côté cuisson. Un petit peu plus dur quand même. Non, mais il fait chaud quand même en octobre, non? Il fait pas si chaud. Il fait 25. Un peu moins. En moyenne 20 degrés. C'est 20 degrés. Ah ouais. Du coup, tu vis mieux la clim finalement. Mais oui, ça peut être un problème. Mais bon, sans parler de ça, oui, effectivement que c'est une super nouvelle. Maintenant, il va falloir voir les conditions. C'est toujours la même chose. Donc, on voit qu'actuellement à Vegas, il y a énormément de tournois de poker qui fonctionnent très bien. Il y a plein de monde avec plexiglas et masques. Il y a beaucoup de monde à Vegas. Les tournois seront forcément remplis. Maintenant, quelles vont être les conditions pour les Européens? Ça va être ça de voir. Parce que les Américains, oui, il y aura beaucoup d'Américains, mais les là, pour Européens, le coup, on peut rejoindre Audrey. Là, par contre, je suis à peu près certain. Non, mais là, pour le coup, le passeport ou au moins une attestation comme quoi tu t'es fait vacciner. Oui, là, il faudra sûrement ça. Mais ce sera surtout... En fait, ce ne sera pas juste ces conditions-là. Ce sera effectivement, il faudra sûrement être vacciné, mais aussi les conditions de... le jeu, tu veux dire à partir de quand on a le droit de retourner aux États-Unis pour les Européens, parce que
pour l'instant, il faut toujours un Ouais, motif pour l'instant, c'est impérieux. mort. Ouais. Ensuite, du coup, les réservations, est-ce que tout ne va pas être beaucoup plus cher? Parce que on va évidemment, d'habitude, Vegas, c'est planifié tous les ans à la même période. On peut s'y prendre plus tôt, réserver des vols, des villas, etc. Là, on va pas réserver tout de suite parce que pour l'instant, on ne sait pas quand est-ce que ça va rouvrir, même si on se doute bien qu'à cette époque-là, ça devrait aller. Mais tous les vols vont être beaucoup plus chers. Les villas sont déjà beaucoup plus chères pour avoir regardé un petit peu. C'est déjà tous les prix à Vegas ont beaucoup augmenté. En gros, de toute façon, c'est toujours le même flou. Effectivement, c'est une super bonne nouvelle comme ça. Moi aussi, quand je suis arrivé, je suis putain, ça a pas mal égayé ma journée, puis ça m'a permis de rêver un petit peu de live et de voyage. Mais au bout de quelques minutes, on reprend tout de suite nos esprits. On se dit, ouais, mais au final, est-ce qu'on va pouvoir y aller? Dans quelles conditions? Est-ce qu'il y aura Ouais, du c'est ça. vaccin, pas vaccin, avion, villa, prix, budget, température, climat? Bon, au final, il y a encore un énorme de flou. On connaît pas le programme non plus, mais il y a de grandes chances que sensiblement ce soit celui qui ressemble à celui habituel. Bon, voilà, Flo a déjà un peu tout relevé, mais voilà, tous ces aspects un peu négatifs, un peu de stress, un peu d'organisation et on va pas pouvoir beaucoup anticiper. C'est vrai que ça va pas être évident. Les villas, comme elle dit, elles vont être déjà pas mal prisées. Bon, après, ça, les villas, tous les joueurs qui vont à Vegas ne prennent pas des villas, mais effectivement. Oui, mais même les hôtels, les prix sont déjà beaucoup plus élevés, etc. Non, mais c'est certain. C'est certain. Donc bon, et ça reste, voilà. Effectivement, c'est une top nouvelle. Je pense que ça fait plaisir à du monde, c'est cool, ça fait du bien de l'imaginer et de visualiser ça. Mais on verra. Il faut laisser encore passer quelques semaines, quelques mois, et on verra les infos déjà, faut que les dates tiennent. Et puis voilà, faut attendre les infos pour savoir comment en Europe on aura le droit d'y aller, quoi. Vincent? C'est une bonne nouvelle de pouvoir annoncer des choses. Ça permet de donner un peu. Toi, t'y crois pas, toi. Ça, c'est bon, je te connais, t'y crois pas, là. Non, mais alors c'est très différent parce que effectivement les États-Unis sont très ouverts, donc faire des tournois à Vegas, il y en aura. C'est effectivement, est-ce que les Européens, qui pourra y aller? Du coup, en fonction de ça, la légitimité que tu donnes au WSOP, un peu comme il y avait des WSOP sur GG Poker où tout le monde te disait, si tu peux pas accéder à GG Poker depuis ton pays, en fait c'est pas vraiment des championnats du monde. Donc tu as toute cette partie-là, mais oui, c'est bien, ça te permet de donner un cap, ça permet de donner un peu une échéance, et c'est ce qui est important pour beaucoup de monde aujourd'hui, d'avoir une idée d'échéance de quand est-ce qu'on pourra refaire certaines choses. Donc il y a un côté positif là-dessus. Ça sera plus compliqué si ça se fait pas dans les conditions habituelles. Parce que on dirait c'est pas des vrais WSOP ou ce style de choses, mais très content que ça puisse arriver. Alexis? Je suis 100% d'accord avec ce que vient de dire Vincent. Ça sera pas une grande année des World Series, c'est sûr, pour toutes les raisons qui ont été évoquées précédemment. Vous êtes dur quand même. Vous êtes déprimé, ouais, grave. Vous êtes dur parce que. Non, mais j'ai pas fini. Mais je pense que c'est quand même un très bon signe, et c'est bien que ça se fasse, même s'ils sont conscients que ça ne sera pas l'affluence, parce qu'il manquera des Européens, peut-être des Asiatiques, etc. C'est un bon signe parce que les World Series, c'est le Attends, Alexis, je te coupe, mais les gars, c'est septembre, il y aura quand même masse de gens de vaccinés normalement, là, d'après les. C'est Macron. Enfin, moi, je vais parler que pour la France. Aux États-Unis, ils sont vachement. Ils sont très bien dans les trucs, mais en Europe, on est loin encore. Tu prends Macron, il t'explique qu'avant la fin de l'été, tous ceux qui ont voulu se faire vacciner. Alors, je te dis pas que ce sera tenu, mais je te dis. Mais en fait, non, c'est pas tout le monde ou personne. C'est s'il y a 10% de gens qui viennent pas, c'est une mauvaise année pour les World Series. Ouais, d'accord. Est-ce qu'il y aura 10% de gens en moins? Moi, je crois qu'il y aura beaucoup moins que ça. Beaucoup plus. Non, beaucoup plus, je veux dire. Beaucoup plus. Beaucoup plus que 10%. Oui, beaucoup moins de gens. Si toi, je pense que tu prends un petit peu trop le point de vue des organisateurs. Oui. Alors que là, nous, on pense un peu plus le point de vue. Joueurs. Et les joueurs, mec, qui est 10% de joueurs en moins, t'inquiète que le mec qui aura le bracelet, il se dira pas oui, mais c'est une année. Je vais pas vraiment gagner. Ça restera plusieurs centaines de milliers de dollars à la gagne. Je suis pas vraiment champion du monde, d'accord, ok. Non, voilà, personne ne se dira ça. Non, mais en vrai, personne ne se dira ça. Alors, s'il y a 50% de joueurs en moins, oui, ça sera. Non, mais ça veut peut-être aussi dire qu'il y aura un petit peu moins de tournois ou des choses comme ça, tu vois. Des tournois à 600 balles. Des tournois à 600 balles où ils comptent vraiment sur beaucoup de monde. Alors, j'ai pas de boule de cristal, je sais pas. Mais effectivement, tu as raison, du côté joueur, c'est plus insignifiant. Du côté organisateur, ça l'est peut-être un peu plus. Mais
Moi, je ce trouve que que c'est disait un très très bon Alexis, c'est signal. qu'il n'y aura pas forcément de records comme il y a eu ces dernières années, Ouais. du style le Colossus, tout ça, où il y a eu des Bien sûr. records exceptionnels. Là, on va pas, oui, on s'attend pas à une année de record, clairement. Ah, pas. moi, Oui, mais j'espère me si au lieu de tromper, mais 14 000, tu as 8 900 joueurs, en vrai, Hmm. ça reste des milliers et des milliers de joueurs. Ça reste monstrueux pour du live. Et même s'il y a 20% en moins sur ces tournois-là qui sont censés faire full. Et puis en plus, en vrai, on n'est pas sûr. Parce que ce côté manque, peut-être que finalement, ça va compenser avec le côté, tu vois. Espérons. Les Américains qui venaient peut-être pas d'habitude vont peut-être un peu plus y aller. Et puis moi, je Et trouve que symboliquement, ça va marquer un renouveau. C'est que les World Series, c'est Ouais. quand même un peu le baromètre de l'année. Il y a, comme tu dis, il y a le bracelet, le prestige. C'est un truc qui a toujours été là. On a toujours connu ça. On n'est pas assez vieux pour pas l'avoir connu, même moi. Donc le fait que ça redémarre, qu'il y a la communication comme avant, machin a gagné un bracelet, machin en TF, le streaming, etc. Ça y est, c'est reparti, quoi. Je pense que ça va être vachement positif pour toute l'industrie. Mais le seul X, c'est le timing, d'à quel moment on saura ou pas est-ce qu'on peut y aller en termes d'organisation, parce que même ça, il y aura un pourcentage de joueurs français qui ne pourront pas y aller parce que pas le vaccin, parce que pas le temps, parce que trop cher. Et ça fera, Et il y aura des et le timing de l'annonce au 1er avril, ça c'était pas. Ouais, ça c'est Ouais, ça, abusé. c'est pas ouf. Ouais. Ouais. même Roger n'aurait pas osé faire ça. Oh mais dis donc, une émission où il n'y a pas un tacle sur Roger. J'ai un doute, Adrien, mais ça va. Et moi, je suis revenu de l'édition de Dakar d'il y a 3 semaines. J'ai kiffé. Hein. Oh Je sais là pas ce que là. vous avez fait, mais ça n'a pas fait de flop du tout. C'était super. Effectivement, la piscine était top. Non, c'était un super endroit. Les tournois, il y avait du monde, pas de masque et tout comme prévu. Vraiment, le Ça va poser aussi. C'est à cause de toi qu'après je suis obligé de me défendre. Expliquant moi je ne déteste Qui ne s'est pas Roger. trompé, qui ne s'est pas trompé sur les prévisions du Covid en France. Voilà, pour le- Ouais, c'est clair. Moi, je le dis très modestement. Il y a un an, je me dis, oh, c'est juste une grippe, ils vont pas nous faire chier. Voilà. Ouais, évidemment. Et un an. Bon, j'ai l'honnêteté de le reconnaître, par contre. Et ça, c'est sûr. Alors que moi j'étais persuadé qu'on en avait pour 10 ans et qu'on allait tous crever. Il y en a un de nous deux qui est plus hypochondriaque que l'autre, a priori. Loïc, juste un dernier truc sur ça, aussi une question organisationnelle de ces WSOP. Va falloir pour l'organisation peut-être embaucher beaucoup plus de monde pour contrôler les entrées et les sorties, pouvoir contrôler si effectivement on dit à l'enregistrement quand on s'inscrit à un tournoi, il faut prouver qu'on a été vacciné, par exemple, ça peut être une des choses obligatoires. Mhm. Va falloir contrôler ça. Enfin, en fait, en termes de logistique, ça va être Beaucoup encore plus lourd, encore Plus plus lourd, lourd ouais. que les autres années, parce que ça voudrait dire aussi pas de spectateurs, parce que normalement dans le Rio, on peut rentrer comme on veut, même si on joue pas les tournois. Sauf que là, alors comment on fait? Est-ce qu'on contrôle aux entrées de montrer que vous êtes bien vacciné ou montrer un test PCR? Comment on fait? Est-ce qu'on dit plus du tout de spectateurs? Il va y avoir beaucoup de choses comme ça en termes d'organisation qui vont être. Ouais, et Ouais, puis c'est bon, il va falloir que les joueurs apprennent à aussi être un peu conciliants pour reprendre un peu le côté français, mais ça sera un peu la même chose au World Series, c'est qu'il y aura des gens Des cafouillages. qui arrivent sur ce métier et qui n'ont pas forcément des années d'expérience, et il faudra que les joueurs apprennent à être patients. Alors pas forcément, c'est sûr que devant un croupier qui se trompe et qui fait une erreur manifeste, c'était son métier, donc c'est pas normal, mais de pas lui jeter les cartes dessus, de pas lui jeter les jetons dessus ou l'insulter de tous les noms, parce que Il faut faire quoi alors? J'adore. C'est quoi la bonne solution? en cette période, un bon crachat, c'est déjà, je pense, c'est déjà beaucoup. Mais ouais, non, mais enfin même pour les joueurs français qui reviendront dans les cercles, dans les clubs de jeu, dans les casinos, il faudra qu'ils apprennent aussi à être patients, parce que il y aura des personnes pour qui seront nouveaux dans ce milieu-là. Il va y avoir l'attente, de l'attente aux caisses, de l'attente aux enregistrements, de l'attente pour avoir une place. Ça va être partout. Pour finir par une note positive, les amis, c'était pas prévu, mais on sait jamais. Ça fait quand même 1 an, donc on est plutôt enfermé, donc on a eu le temps de se lire des bons bouquins. On reviendra, j'en ai 2 excellents à vous conseiller, pas du tout achetés. Mais est-ce que vous aviez, histoire de finir sur une petite note positive, un bon album, un bon film, un bon livre, un bon truc à recommander pour les gens pour le temps qu'ils sont encore enfermés là pendant 1 mois? Est-ce que vous avez un ou 2 petits trucs à recommander? Je vais commencer moi, le temps de vous laisser réfléchir. Je vous recommande, les amis, 2 choses. La série Gang of London, c'est excellent, c'est merveilleux. Et je Je vais noter. Et je vous recommande de voir le Les film. séries, c'est pour moi, ça.
Gang of London. Et je vous recommande aussi de voir le film The Father avec Anthony Hopkins, qui est réalisé par un Français. Il va avoir l'Oscar grâce à ça. Le film est incroyable. Il est ultra déprimant, par contre, je vous l'annonce. Mais il est magnifique. Gang of London, en revanche, bonne série, baston, tapage sur la gueule façon John Wick. Ça, c'est pour le dimanche avec maman. Florence, un petit conseil? Les bouquins d'Alexis. Les bouquins d'Alexis Elmskir que vous pouvez retrouver. Un peu de roman, un peu de... Et avec votre D'ailleurs, série, Alexis, regardez. tu me diras quand tu fais le film. Moi, je veux le voir qu'en film. Hein. Je l'ai pas. Regardez-moi ces deux beaux bouquins. Voilà, c'est Le Mangeur d'âme, le nouveau bouquin d'Alexis Elmskir. Et Mais il a avec l'air votre cool, esprit ouais. que vous pouvez retrouver en poche. Voilà, ces deux excellents bouquins. C'est le conseil de Florence Mazet. Évidemment, elle ne les a pas lus. Mais c'est son ami. Mais comme tous les bons critiques littéraires. Hein. Adrien, un conseil Rien ou ne pas? change. Une bonne série, Non, un bon franchement, film. en termes de film et de lecture, non, pas trop. Mais moi, je conseille aux gens d'aller au bord de l'eau. Je vais au bord de l'eau. Les oiseaux, ils n'ont pas le Covid et tout le reste n'a pas le Covid. Ok, Donc, une ambiance petit Grégory, très bien. j'ai un autre truc. Et j'ai un autre truc plus sérieux, c'est n'hésitez surtout pas à regarder des grands matchs de Bordeaux qui perdent 3-1 à la mi-temps à domicile. Oh là là, Et c'est dur. si vous avez envie de passer des grands moments, C'est dur, c'est dur. c'est ça. Audrey, un conseil. Un conseil. Alors, ça sera pas livre, moi, mais tout ce qui passe sur Netflix et Canal+, c'est OK. D'accord, mais un conseil plus restreint. Plus restreint. Une ou deux séries que t'as bien kiffé, là, histoire de déguiller les gens. En ce moment, je suis un peu en retard. Je suis sur Walking Dead. Donc, je D'accord, suis à la saison 8e 2. saison, Ok, t'es mais... méga en retard. Non. 8e saison en 2 semaines. D'accord. Et Mais, t'as vu Ghostbusters, c'est pas mal. Et c'est ça. Non, mais en fait, moi, pour vous expliquer, je déteste regarder les séries quand il y a 2 ou 3 saisons. Ah, moi, il faut qu'il y en ait minimum 5, sinon j'attaque pas. D'accord, très bien. Vincent, un petit conseil? Je suis en train de regarder la bibliothèque. Non, ce que j'ai lu dernièrement qui était vraiment pas mal, mais il faut s'intéresser un peu aux gangsters. C'est le testament de Lucky Luciano, si ça parle à certains, qui est un des plus grands gangsters des 50 premières années de 1900 à New York, et avec elle certaines informations sur notamment comment est né Vegas, et où il explique notamment le lancement du Flamingo à Vegas. Vraiment sympa comme livre à lire en dehors des livres d'Alexis, mais qui sont très bien aussi, mais pas sur la mafia. J'ai regardé dernièrement sur Netflix un film qui s'appelle Fatal. Alors, c'est pas celui de Michael Youn. Michael Youn, hein, qu'on s'entend bien, mais qui a une intrigue très, très sympa, et je vous recommande à regarder. C'est une bonne heure et demie à regarder. Très bien. Alexis, pour finir, bon, tes bouquins, c'est déjà fait. Ouais, mon bouquin, je vais peut-être pas y aller. Niveau musique, alors le premier confinement m'a fait découvrir un vieux groupe, ça c'est très étonnant, qui s'appelle Rotting Christ. Bon, c'est du black metal satanique, faut aimer. Je suis très sérieux, si vous aimez le heavy metal, il faut découvrir absolument ce groupe. Tout est bien, enfin tous les albums récents, parce que les albums anciens sont un peu durs quand même, mais les albums récents sont énormes, mais bon, faut aimer le black metal sataniste. Et sinon, au niveau Netflix, alors je cherchais tout à l'heure, c'est un truc qui n'est pas du tout connu, c'est une production espagnole, ça s'appelle L'Accusé, et voilà l'affiche, j'espère qu'on voit. En espagnol, ça s'appelle Contratiempo. C'est un huis clos complètement dingue. C'est pas une série, c'est un film. Des braquages? Non, pas du tout. C'est une série, Alexis, ou c'est un film? Non, c'est donc comme je viens de dire, donc c'est pas une série, c'est Ah, ok. un épisode unique. Ça dure 1h30 et c'est exactement ce que j'aime des personnages qui sont pas forcément ce qu'ils sont, la réalité qui est vue par différents angles et tout. C'est très sympa. Eh bien, écoutez, on espère que ça accompagnera ce nouveau mois de pseudo-confinement, pas tout à fait clair, mais sortez pas de vos 10 kilomètres, quoi. On y est. Hein. Ouais. Les amis, merci d'être venus. C'est toujours un réel plaisir de vous avoir. Vincent, on te retrouve chez Barrière, donc Barrière Bête pour l'instant. Barrière Bet pour le moment pour le pari sportif, et je travaille fortement pour lancer le poker à la hauteur de ce que attendent les gens pour Barrière. Donc il y a une belle annonce là qui vient d'être faite. Audrey, ma petite Audrey, on se retrouve au Florida quand ça. Ouais, revient 2024. 2024. Et puis on se retrouve sur un tournoi de poker vers 2034, 2035, quoi. C'est ça, voilà. On se fait un petit rendez-vous tranquille. Ma Flo, si vous voulez avoir des infos, Poker Report, sinon vous lui écrivez directement. Je sais
que vous Non, l'adorez. n'écrivez pas directement. s'il vous plaît. Elle adore avoir des fans, Flo. Ça lui fait extrêmement Je ne plaisir. pas, Ça désolé. lui fait extrêmement plaisir. Vous voulez le meilleur coach de poker au monde? Je ne le connais pas, mais je connais Adrien Guyon. Et c'est... Et franchement, ça fera bien l'affaire. Voilà, donc allez-y. De toute façon, il est complet. Et puis enfin, mon ami Alexis Ebsker. Voilà, et avec votre esprit. Et Le Mangeur d'âme, c'est ces deux bouquins. Sachant que, et avec votre esprit, vous pouvez le trouver en poche. Maintenant, c'est ça, Alexis? Ouais, autour de 8 euros. Tour de 8 euros, qu'est-ce que c'est? C'est à peine un min raise dans un tournoi que vous commentera bientôt Alexis et moi, mais c'est une surprise, vous verrez ça dans quelques jours. Merci à tous, merci beaucoup, on vous fait bien sûr d'énormes bisous. Ciao. Et puis on vous dit ciao, ciao, ciao. Ciao. Bisous. Ciao.